Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Ruth Elkrief, éditorialiste à LCI, et Nicolas Bétou, directeur de l'opinion. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Esprit libre comme chaque mercredi avec vous deux. On commence par ce fameux réquisitoire prononcé hier par le parquet à l'encontre de Marine Le Pen. D'après vous, comment s'est passée la nuit de Jordan Bardella ? C'est une jolie question. Écoutez, je pense qu'il a dû osciller entre soulagement et trac et stress, parce qu'il lui reste 3 mois quand même à attendre, même si la sévérité du réquisitoire annonce peut-être que le tribunal suivra la peine, c'est-à-dire les 5 ans d'inéligibilité, ce qui empêchera Marine Le Pen d'être candidate, même si elle se pourvoit en cassation, puisque la Cour de cassation a prévu de se prononcer en janvier, que donc ce sera trop tard pour lancer une candidature. Mais oui, plutôt compliquée quand même, tortueuse, peut-être soulagée aussi. Nicolas Bétou. Moi, je pense qu'il n'a pas beaucoup dormi parce qu'il a dû se précipiter sur l'édition de mardi matin du journal L'Opinion. Non, ce placement de produit, enfin, comment osez-vous ? Qui publiait un travail extraordinaire fait par la journaliste qui suit les affaires de justice, Marie-Amélie Lombard-Lathune, et qui a mis dans 2 systèmes d'intelligence artificielle les 30 affaires politico-judiciaires des dernières années. Actes d'accusation, réquisitoire, plaidoirie, jugement de première, deuxième instance et en cassation. Et de ce travail considérable, c'est des centaines, des milliers de pages, il ressort 3 enseignements. Le premier, c'est que en appel, les amendes, le montant des amendes est toujours beaucoup plus faible. Le deuxième, c'est que en appel toujours, les peines de prison sont un peu réduites. Mais le principal enseignement, c'est que en appel, les peines d'inéligibilité sont toujours maintenues. Et donc, le réquisitoire est passé de 5 à 4 années d'inéligibilité, mais selon... Non. Le réquisitoire est à 5 ans d'inéligibilité, mais 4 ans de prison ferme. Selon 4 ans de prison dans l'intelligence artificielle, l'inéligibilité de Marine Le Pen ne peut pas descendre à 2 années, ce qui lui permettrait de se présenter. Et donc, Jordan Bardella, une fois qu'il a terminé la lecture de l'opinion, qu'il a replié, s'est dit, ce sera mon tour, et il s'est endormi. C'était le numéro de lundi, on est d'accord. Numéro d'hier. C'était le numéro d'hier. Et c'est la 2e fois que l'opinion soumet à l'IA des grands sujets politiques, puisque vous l'aviez fait avec le débat budgétaire. Absolument. Et ça donne ça donne d'abord une puissance de calcul pour trouver des constantes et des tendances qui est absolument phénoménale. Et ça permet d'enrichir un travail journalistique formidable. C'est pas l'IA qui fabrique le papier, mais c'est l'IA qui analyse en grande profondeur les éléments qu'un journaliste doit avoir dans les mains. Ce qui est sûr, c'est que l'absence d'exécution provisoire prononcée par le tribunal était très intéressante, parce que c'est une mesure qui a été critiquée par de nombreux juristes en première instance, et que dans le fond, hier, le réquisitoire a critiqué également cette peine d'exécution provisoire en rétablissant le droit, en quelque sorte. Mais ça n'empêche que, pour autant, Marine Le Pen n'est pas du tout sauvée de ces 5 ans d'inéligibilité, et que du coup, si elle n'a pas 2 ans en appel, elle ne pourra pas se présenter. Sur le fond, je voudrais insister sur un point qui me paraît vraiment très important dans le réquisitoire des 2 avocats généraux. Ils disent, alors 6 heures de plaidoyer, donc c'est assez long et dense, ils disent cette chose qui, moi, m'a fait bondir. Ils ont dénoncé les conséquences sur un plan moral de ce qu'a fait Marine Le Pen, le Front National de l'époque et l'ensemble des députés européens. Ils ont fustigé la politisation de la justice par les prévenus et leur invocation d'un complot. Bon, classique, mais ce qu'ils en tirent comme conclusion n'est pas banal. Ils disent que cette attitude pervertit la culture de l'état de droit et prépare le terrain à des dérives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les procureurs prétendent que le système de défense, même s'il a changé, du clan Le Pen, prépare à des dérives sur l'état de droit si toutefois Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Je trouve de façon très très précise, ce procès d'intention extrêmement grave. En tout cas, ce qui est net, c'est que sa stratégie de défense, qui était d'une forme de demi-aveu, une manière de ménager un tout petit peu, de modifier
à la marge, son système de défense de la première instance n'a pas fonctionné et donc n'a pas été crédible aux yeux des avocats généraux qui ont demandé quand même la peine maximale en inéligibilité. En revanche, leur décision a été intéressante sur le plan de l'exécution provisoire parce que c'est une critique assez sévère de la première décision. Et puis, elle a justifié le fait que elle avait le droit de se défendre comme elle voulait, malgré tout, ce qui à la première décision avait été très sévèrement considéré par la présidente. Voilà. Bon, donc il y a quelques motifs extrêmement légers de satisfaction pour Marine Le Pen dans le réquisitoire d'hier, mais ce qui comptait, c'était la peine d'inéligibilité. Elle reste la plus importante, elle reste maximale, et à cette heure-ci, si le tribunal suit le réquisitoire, elle ne pourra pas se présenter. En tout cas, elle peut décider de sortir de la campagne parce que la Cour de cassation se prononçant en janvier, c'est-à-dire quelques mois seulement avant le premier tour, ce serait trop tard pour elle pour lancer une campagne. Un mot sur cette hypothèse où Jordan Bardella est le candidat. Il aura un Rassemblement national uni, cohérent, derrière lui, où il y aura, comme il y a toujours eu d'ailleurs à l'extrême droite, des courants, des gens qui ne sont pas d'accord, des choses trappes. On a vu à la publication la semaine dernière du livre de Marion Maréchal, Si tu te sens Le Pen, très drôle de titre. Est-ce qu'il peut y avoir des motifs d'implosion, d'éclatement du RN ? Alors d'éclatement, d'implosion, probablement pas, parce qu'ils sont tout de même très proches du pouvoir, qui est un Graal qu'ils cherchent depuis longtemps. Mais il n'y a pas de parti politique qui ne soit traversé par des courants. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Alors il y a deux cas de figure. Le premier, c'est un chef absolument incontesté, depuis longtemps installé, qui a façonné le corpus idéologique du parti et qui en maîtrise l'ensemble de l'organisation. C'est ce qui s'était passé, même s'il y avait eu quand même beaucoup de tentatives de dérive au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007. La différence avec ce qui se passerait dans le cas où Marine Le Pen serait empêchée au Rassemblement national, c'est qu'en effet, il y a des tendances différentes. D'ailleurs, on les connaît très bien, on les identifie très bien lorsqu'on parle des deux candidats putatifs que sont Marine Le Pen et Jordan Bardella. On pressent que Marine Le Pen, par exemple, a un programme ou un réflexe sur le plan économique qui est beaucoup plus, entre guillemets, socialiste que Jordan Bardella, qui, lui, comme on le voit pratiquer d'ailleurs, est beaucoup plus tenté par l'écoute des chefs d'entreprise, du système de production français, et de façon plus générale, une vision plus libérale de l'économie. Cette fracture-là, elle n'est pas juste une question de personnalité entre les deux chefs, elle traverse le parti politique Rassemblement national. Et puis, elle rejoint deux électorats différents, parce que le parti a deux électorats de type différents. Il a l'électorat populaire, si on caricature, dans le Nord, qui correspond plus à l'orientation populiste de Marine Le Pen sur le plan économique, et puis un électorat du Sud, beaucoup plus libéral, et plus droitier. Donc, après, si Jordan Bardella est le candidat et qu'effectivement les sondages sont toujours aussi bons pour lui, on peut imaginer qu'il regroupera tout le monde, mais à cette heure-ci, il y a le clan Marine Le Pen et le clan Bardella, c'est incontestable. Est-ce qu'ils se rejoindront sans friture, sans mal ? Ce sera compliqué. Il faudra qu'il soit très habile, il faudra qu'il travaille cela. Et puis ensuite, il aura après à faire la campagne présidentielle, qui n'est pas gagnée d'avance malgré les bons sondages. Enfin, il y a un point qui est quand même très important et qui ne se retrouve nulle part, sauf éventuellement à la France insoumise, c'est qu'il n'y a pas de contestation sur qui peut être le chef. Il y a une contestation sur la ligne, il y a sûrement des aigreurs et des jalousies de clans, mais sur qui peut être le chef, il n'y a pas de question. Regardez les autres partis, c'est une espèce de foire à la saucisse dans laquelle on ne sait pas qui sera le vainqueur. Foire à la saucisse, ça ressemble aussi à ce qui se passe à droite et au centre à Paris. Vous parlez de la droite la plus bête du monde, Nicolas Bétoux. Et oui, parce qu'on retrouve ce symptôme qui fait que plus on a de chances de gagner, plus on s'approche de la défaite. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe que les principales têtes de liste de la droite et du centre, en l'occurrence Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel, se détestent copieusement, et on est entre des personnes qui n'hésitent pas à y aller franchement, et ça frise parfois le niveau de l'insulte. Il y a deux listes là où il y a dans la ville
semble-t-il, un assez profond désir de changement, de renouvellement, de passage de relais de la gauche vers la droite ou le centre-gauche. On le dit pas assez d'ailleurs, 24 ans de RPR-UDF de Chirac à Tibéri, si j'ai bonne mémoire, et 24 ans d'Hidalgo de Lanoé. Effectivement, 24 ans, c'est long. Il y a un besoin d'alternance. Bon, mais ce besoin d'alternance se heurte aux ambitions personnelles, et de Rachida Dati et de Pierre-Yves Bournazel. Les deux s'insultent copieusement. L'intérêt d'avoir deux listes, c'est souvent qu'on ratisse plus large. Mais encore faut-il pouvoir se rassembler entre le premier et le deuxième tour. Et plus on s'insulte avant le premier tour, plus le rassemblement est compliqué. En fait, ça devient très compliqué à Paris parce que vous avez aussi les candidats de Knafo et Chikirou qui sont aux extrêmes mais qui en fait grimpent chaque jour et on est en train de s'approcher d'un schéma qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire 5 candidats possibles au second tour et donc une possibilité qu'il n'y ait pas de majorité au Conseil de Paris et que le Conseil de Paris ressemble à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire sans majorité. Alors évidemment, on n'en est qu'à des sondages et on est quand même à quelques semaines seulement du scrutin et tel que c'est dessiné avec la modification de la dernière réforme du scrutin, on peut avoir un schéma complètement inédit et assez imprévisible. Mais ce qui est sûr, c'est que Rachida Dati, qui apparaissait comme favorite incontestée, est d'abord grignotée par Emmanuel Grégoire qui, grâce à son alliance avec les écologistes, fait un bon score dans les sondages. Et là, il faut penser que Paris reste quand même pour une bonne partie une ville de gauche. C'est plus compliqué que la demande d'alternance. Elle existe, elle est forte, mais il y a aussi des bastions de gauche qui sont assez forts. Pardon de t'interrompre, mais le total des voix de droite et d'extrême droite aujourd'hui dépasse largement les 50%. C'est tout à fait sûr au deuxième tour, mais à cette heure-ci, c'est assez serré. Et au premier tour, et en plus, il y a cette inconnue des deux extrêmes si elles se maintiennent. Donc en fait, elle devient de plus en plus illisible, cette élection. Mes amis, je vous remercie. Nicolas Béthour, Routel Krief, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais vous appeler mes chouchous, comme Debussy appelait Claude Emma, sa fille, pour qui il a composé cette pièce musicale tirée de sa suite Children's Corner. Pourquoi ? Parce que c'est mercredi et parce que vous êtes mes chouchous.